En route pour les 24 heures. Un podcast Le Maine Libre, Ouest France et Sweet FM. Jonathan Lateur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En route pour les 24 heures. Plus que jamais en route, même on est à 200 mètres du départ des 24 heures du Mans, la 93e édition. Juste avant la journée test, durant le pesage avec Guillaume Nedelec et Marc Moreau. On a un menu chargé, on va parler des toutes dernières infos, notamment de la fameuse BOP, la balance de performance. Et puis on aura un invité avec nous, Jean-Éric Vergne, le pilote de la Peugeot 9X8, qui va répondre à toutes nos questions et qui nous dira si Peugeot a la possibilité peut-être d'aller, pourquoi pas, chercher un podium lors de ces 24 heures. Bonjour Marc Moreau, bonjour Guillaume Nedelec. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va messieurs ? Bah plutôt très bien, oui. On survit. La cure de vitamines, tout ça c'est bon ? Vous êtes au taquet pour cette semaine qui s'ouvre ? On essaye. C'est trop tard maintenant, hein. Donc voilà. on est dedans, donc on est obligé d'y aller. Oui, la préparation c'était avant, Oui, maintenant voilà. faut sauter. Et comme on a bien foiré, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. C'est 10 belles journées qui s'annoncent. Alors parlons de... Nous on a le droit d'en parler, de la fameuse BOP, la balance de performance qui garantit les équilibres entre toutes les voitures en hypercar, les LMH, LMDH. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette BOP puisqu'on connaît les chiffres, hein, elle est publique. Eh ben, Aston Martin a la meilleure BOP. Oui, je crois que c'est mais clair. ils n'ont pas la meilleure voiture par contre. Ils ont pas, voilà. Il y a peut-être une corrélation. Voilà, il reste peut-être encore, mais voilà, ça prouve aussi que le but est de mettre toutes ces voitures dans la même fenêtre de performance. Aston Martin, très de plaisanterie évidemment, a la meilleure BOP parce que c'est la voiture qui est en train d'apprendre. Et ça ne suffira sans doute pas pour jouer aux avant-postes. Mais voilà, non, on en parlait avec Guillaume et puis avec toi, Jonathan. C'est surtout un quatuor qui se dégage. On trouvait voilà, que Guillaume va peut-être décrire un peu plus. Mais il y a Cadillac, Porsche, Toyota, Ferrari qui s'en met dans une bonne fenêtre. Mais voilà, on en reparlera aussi. Mais il y a tellement de choses qui peuvent se passer au Mans. Est-ce que la BOP a une incidence aussi importante que sur les autres manches du WEC ? C'est pas certain. Est-ce qu'on fait bien d'en parler, Guillaume ? Oui, alors c'est bien d'en parler au début, je pense, et puis Oui. il faut mettre ça de côté après parce que on va voir ça. En fait, ce qui est assez rigolo avec la BOP, c'est que c'est un bel outil politique. Quand la voiture marche bien, bah c'est grâce à l'équipe. Quand elle marche pas bien, c'est grâce à la BOP. Je recite Pierre Fillon l'année dernière. Les directeurs dernière. d'équipe ont cet avantage. Voilà. Ils sortent le parapluie BOP. Et sans trop en parler non plus. Sans trop en parler non plus. Oui, c'est compliqué. C'est surtout de l'info un peu induite. Alors c'est rigolo parce que quand on est dans le milieu journaliste, ouais, t'es au courant de ça, t'es au courant de ci. Bon, passer cette petite discussion, je pense qu'on pourra la mettre de côté parce que je trouve que cette année, elle est plutôt bien faite. Il y a qu'une équipe qui peut vraiment froncer les sourcils, c'est Peugeot, parce que là, pour le coup, l'année dernière, ils étaient assez loin. Ils ont à peu près la même que l'an dernier. Ils ont un tout petit peu réajusté hier soir, ce jeudi soir, en fait, pour être remis un peu dans le coup au niveau de la vitesse de pointe, mais la voiture est un petit peu plus loin que les autres. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a, mais on parle d'un déficit peut-être de grand max 1 seconde, donc malgré tout, 24 heures du Mans, ça permet de rester dans le tour. Et je crois qu'on va avoir une très grosse bagarre. Effectivement, je suis assez d'accord avec Marc. Toyota, Ferrari, Cadillac, Porsche, ça va être vraiment les équipes qui vont être devant. Bon, on n'en parlera pas avec Jean-Éric Vergne parce qu'on n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il va prendre une belle amende, lui. Voilà, il risque une amende, évidemment, s'il s'exprime, s'il commente la BOP. Marc. Non, mais on n'a pas évoqué non plus BMW, qui a une des voitures les plus rapides aussi depuis le début de saison, et même en fin de saison dernière. Eux aussi ne sont pas forcément particulièrement pénalisés de ce que l'on peut voir. Donc je pense qu'il faudra les suivre beaucoup. Ce qui est un peu plus inquiétant pour eux, c'est plus leur problème de fiabilité, notamment avec les freins, qui pourrait leur poser de gros problèmes, parce que ça leur a posé des problèmes sur des courses de 6 heures. Donc là, ce sera difficile d'accuser la BOP s'il y a un problème de fiabilité. Donc c'est pour ça, évidemment, qu'elle est très importante, et puis que c'est plus facile de critiquer que de dire que c'est bien fait quand elle est bien faite. On n'entend pas les constructeurs disent ah oui, la BOP elle est pas mal pour nous cette fois-ci, on l'entend pas. Donc bon, après c'est le jeu, puis encore une fois c'est trop différent au Mans. Évidemment qu'on ne gagnera pas le Mans avec une voiture avec trop peu de chevaux, c'est évident. Mais je pense que Jean-Éric Vergne en parlera aussi. Il y a les éléments les voitures de sécurité qui peuvent arriver, les slow zones, la pluie, le beau temps, etc. Et tout ça sur une durée de 24 heures. Donc je pense que effectivement il faut en parler. Ça doit être un sujet, alors évidemment qu'on ne peut pas évoquer avec les constructeurs et les ingénieurs et les pilotes, mais je suis pas certain que ce soit le facteur décisif. Avant de vous demander vos favoris, messieurs, est-ce qu'on peut s'attendre à une course dans la lignée de ce qu'on a vu par exemple à Spa avec des batailles incroyables, des coups de pneus pour se faire de la place? Alors le circuit est plus large évidemment, mais n'empêche, est-ce qu'on va voir ça au Mans là? Oui. 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 Oui, vous êtes sûr que c'est bien. Oui, monsieur. Oui, monsieur Jonathan Lateur. Oui, monsieur. Et c'est une excellente nouvelle. Et surtout, on attend souvent un peu de pluie pour pimenter les courses, notamment d'endurance qui sont longues. On a vu à Spa qu'il a fait un temps magnifique et que la course a été absolument
fantastique, incroyable à suivre. Donc je pense que oui, la seule chose c'est que cette course dure 24 heures, c'est le rendez-vous quand même le plus important pour l'ensemble des constructeurs. Même si tout le monde veut évidemment gagner dès le début, j'ai du mal à croire qu'il n'y aura pas un petit peu une règle tacite de se dire on va pas se fracasser dans la chicane du Dunlop sur le premier tour. Il y a trop d'enjeux. Alors après, par contre, ça c'est le discours politique. Tu sais, Jacket Kane, voilà. 2023. C'est le discours politique. Évidemment que les pilotes au volant, ils ne vont pas se dire ah oui mais je vais me laisser dépasser parce qu'on a le temps, il y a 24 heures. Donc tout ça pousse à croire qu'on aura effectivement une course hyper serrée, hyper disputée. Avec beaucoup de dépassements. Oui, et puis tu disais, la piste est plus large, c'est vrai. On posait la question à Nord Robin récemment, qui disait oui, c'est plus large, donc il y a plus la place de dépasser, notamment dans la ligne droite des Hunaudières. Mais en même temps, à Imola, où c'était très serré, on faisait plus attention. Donc est-ce que là, il y aura des tentatives un petit peu plus hardy, on pourrait dire, c'est possible. Ça va jouer à touche-touche, Guillaume ? Ouais, je pense. Ça va jouer à touche-touche dans les Porsche, ça va jouer à touche-touche tertre rouge. Et par contre, il y a 3 grandes séries de lignes droites. Et là, il va y avoir du dépassement aussi aux chicanes, première, deuxième chicane, Mulsanne. À mon avis, ça va dépasser pas mal ici. À Indy aussi, je pense qu'on va avoir des dépassements un petit peu osés du côté d'Indy. Ouais, parce que sur toute la portion avant Indy, là, juste après Arnache, là, je me souviens de l'année dernière avec c'était Toyota et les 2 Ferrari, dont celle la 83 par F Corset. C'était incroyable. Là, on rajoute Alpine qui est dans la course, Peugeot qui a réussi à dépasser à Spa des dépassements incroyables. Ouais, ça peut. Je rêve d'une course. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017 en GTE, pendant peut-être 18 heures de course, il y avait 10 voitures qui suivaient, mais à quelques secondes d'écart. Il y avait un vrai train de GTE. D'ailleurs, ça posait problème quand les protos ils arrivaient parce qu'il fallait vraiment se frayer un chemin. Après, et je pense qu'on va avoir vraiment les 10 premières heures de course, ça va être ça. Tout le monde va se suivre. Et je m'attends à... Parce que c'était comme ça l'année dernière, il y a 2 ans, je m'attends que juste avant minuit, ce soit le grand n'importe quoi, safety car, ou il y a eu une Ferrari dans le bac à gravier en 2023, enfin il y avait eu un peu de tout qui était parti dans tous les sens. Je m'attends à ça. Course mouvementée alors. Bon, vos favoris, 5 étoiles, les 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Dites-nous un petit peu vos favoris justement. Il fallait lire West France ce matin, hein, on a fait des étoiles justement. Justement, la piste aux étoiles, on y va. 5 étoiles, je pense qu'on peut encore mettre Ferrari et Toyota. Et Toyota, parce que je reste convaincu que c'est la meilleure équipe du championnat encore aujourd'hui, même si les autres sont très très performants. Je pense que Toyota a une science de la course qui est inégalée, de par leur expérience et aussi par la philosophie du constructeur japonais aussi depuis longtemps. C'est toujours très calme, les décisions sont toujours très respectées, etc. Donc je les mettrais aussi dans les 5 étoiles, peut-être 4, parce que je pense que Ferrari est la meilleure voiture, vraiment. Et sans parler de BOP d'ailleurs, je pense qu'ils ont créé, comme disait Vincent Voss, le patron de WRT qui est soit BM, ils ont créé une machine de guerre. Et je pense vraiment que c'est la meilleure voiture du plateau en termes de vitesse pure. Après, en endurance, c'est pas forcément ce qui compte le plus, mais pour l'instant, en tout cas depuis le début de saison, c'est 3 victoires, dont un triplé. Voilà. Alors, donc on se mouille, Marc. 5 étoiles Ferrari et 4 Toyota. Ouais, je dirais 4 Toyota et puis ensuite je dirais 4 BMW aussi. Si la fiabilité suit, je pense que c'est une voiture qui est très rapide avec une équipe d'exploitation qui est excellente aussi avec le team WRT. En outsider, alors je sais pas combien d'étoiles, mais en outsider, je pense qu'il faut vraiment mettre Alpine. 3 étoiles Alpine, allez. Ouais, allez, 3,5. Parce qu'Alpine a vraiment fait un début de saison hyper intéressant. Je pense qu'ils sont prêts alors à gagner. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte, mais je pense qu'ils ont en tout cas la voiture et l'équipe aussi pour aller en cas de circonstances favorables, aller chercher quelque chose d'assez gros, d'assez immense. Et puis 2 étoiles, 1 étoile, Aston, Peugeot. Aston, oui, Aston, ils vont être loin. C'est la classe découverte, c'est le stage de 3e. C'est ça. Voilà. La voiture est magnifique et absolument splendide. Le bruit aussi. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai, il faudra aller dans les Hunaudières au maximum pour écouter ça parce que c'est vraiment fantastique. Ils seront loin, ils le savent. Il y a presque pas de suspense par rapport à eux, même en cas de circonstances. Ils vont être loin. Alors, il faudra vraiment quelque chose de complètement irraisonné pour qu'ils soient devant. Peugeot, oui, ça reste 2
2 étoiles parce que c'est dur. Depuis toujours, il n'y a pas eu un podium encore cette année. Ils sont assez loin. Ils ont du mal à exister. Alors à Spa, c'était beaucoup mieux, mais voilà, il y a quelques doucement parce qu'il y a Jean-Éric Vergne derrière la porte là. Okay, non, mais c'est super. Évidemment, en plus qu'on aimerait aller voir aux avant-postes, on va pas se mentir. Et c'est pas impossiblement. En plus, ils ont une voiture qui réagit plutôt bien sur ce circuit-là. On a vu au Centenaire, ils avaient été en tête sous la pluie. L'année dernière, ça avait été un peu plus insignifiant comme course. Mais voilà, je sais pas si j'oublie d'autres constructeurs. Oui, il y a Cadillac aussi qui va être très bon, je pense, voire qui peut jouer les troubles faits, mais de plus quoi. On les mettrait dans les 4 aussi. 6 étoiles, alors il crée une nouvelle catégorie. Donc voilà, non, je pense que Ferrari est le favori et qu'il y a des outsiders qui sont très très forts derrière, 3 ou 4. Guillaume, un mot à rajouter? Moi, je ne serais pas tout à fait sûr de mon classement. Je vais le refaire à l'envers. Une étoile pour la Peugeot, parce que je pense que vraiment là, ça va être dur. Ça va vraiment être dur. 2 étoiles pour la Aston Martin, parce que je pense que eux, leur course, c'est d'aller à l'arrivée. Et ils auront le prix du super combatif. C'est vrai. Mais c'est pas gagné d'aller à l'arrivée. C'est pas gagné. Mais s'ils y sont, franchement, ce sera vraiment bien. Il faudra applaudir la performance. 3 étoiles, je mettrais BMW Alpine, parce que je pense qu'ils sont un petit tour en dessous et qu'il y a encore des choses à caler sur les voitures. 4 étoiles Porsche Cadillac et 5 étoiles Toyota Ferrari, et je mettrai Toyota devant Ferrari. Parce que pour moi, Toyota est globalement au-dessus. J'aime bien les codes de Guillaume. Mais je pense qu'en termes de... Moi, je suis d'accord avec Guillaume sur si vraiment on prend l'ADN de l'endurance qui est de pas faire d'erreur, d'exploiter mieux la voiture, de dégrader le moins les pneus, tout ce qui fait l'histoire de l'endurance et ce qui, normalement, est censé payer dans une course comme les 24 heures du Mans. Je pense que Toyota est l'immense favori. Parce que c'est eux qui dégradent le moins les pneus, c'est eux qui font... Enfin, Spa, c'est quand même fou ce qui s'est passé. Il faut vraiment se rendre compte qu'ils avaient une voiture, là, pour le coup, nous, on peut parler de BOP, tant mieux, qui était quand même beaucoup plus lourde que les autres. Et par un coup, des coups de stratégie complètement énormes, ils finissent 4 et 7 en partant 16 et 17e. Enfin, c'est vraiment, pour moi, ils n'ont pas de concurrence dans ce domaine-là. Ce qui me fait dire que quand la voiture fait 20 kg de plus et qu'ils reviennent quand même sur la Ferrari, c'est que la voiture, elle est plus performante que la Ferrari. Oui, c'est vrai. Ça, c'est mon point. Il termine, d'accord, c'est formidable. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve l'année prochaine. Quand je disais Ferrari, sans doute la meilleure voiture, c'est parce qu'il ne faut quand même pas oublier l'exploit que c'est d'être arrivé en 2023 en endurance après 50 ans d'absence et de gagner les 24 heures du Mans. Alors évidemment qu'on peut dire que peut-être que la grue pour la sortir du bac à gravier, elle arrive bien vite, c'est vrai, elle est sortie tout de suite. Mais ça reste quand même une voiture qui a... La théorie du complot sur trousse sociale vue par Marc Moreau. Justement qu'il ne faut pas tomber là-dedans. Mais c'est pour ça que je répète que malgré ce qu'on peut entendre parfois aussi dans le paddock, de dire ces voitures rouges, là, elles vont quand même beaucoup plus vite, c'est pas normal, etc. D'un peu partout, ils ont quand même une voiture qui est fantastique. À Spa, ils ont dû faire quand même des coups stratégiques pour se recaler. Sinon, c'était l'Alpine qui gagnait, effectivement. Avant de retrouver Jean-Éric Vergne dans quelques secondes, Marc, t'avais un mot d'excuse à passer, je crois. Ah oui. Un mot d'excuse que je vais vous mettre dans la boucle aussi, parce que vous m'avez pas aidé. Quand j'avais dit que c'était... en vrai, je suis super content, on est tous super contents de revoir André Lotterer cette année, mais on le revoit pas puisqu'il est champion du monde en titre. C'est quand même pas une saison anodine la saison dernière, donc excusez-moi auprès de tous les auditeurs qui ont pu nous écouter, parce que c'est une... Non, on l'a pas entendu. Et merci à ceux qui commentent. C'est vrai qu'on peut lui dire maintenant, c'est le 6e épisode. Je reconnais qu'à ce moment-là, je pensais absolument autre chose, je suis désolé. Mais oui, non, c'est une grossière erreur, évidemment. Et merci à vous qui nous suivez sur YouTube, la page YouTube de Ouest France, d'avoir vu l'erreur et de l'avoir écrit dans les commentaires, évidemment. Et on salue André Lotterer en LMP2 cette année, mais qui reviendra en hypercar. On l'a invité à notre soirée. Voilà. Exactement, une soirée organisée par les médias locaux. Il était ravi de venir. Voilà. Et il était top, il est très content d'être en LMP2 et comme tu disais, pardon, je t'ai coupé Jonathan, en hypercar l'année prochaine avec Hyundai Genesis. Voilà. Effectivement, Phil Collins dans la voiture. Ah non, rien à voir. Sinon, il a spoilé un concert. La CO va t'appeler. Mais imaginez si Phil Collins venait l'année prochaine en concert au Mans pour la première de Genesis, ça serait beau. Ce serait pas mal. Peut-être que j'appelle Pierre Fillon. Ou Phil Collins. Voilà. J'ai les deux numéros, j'ai plus qu'à choisir. Tu fais une visio à 3, quoi, au moins. Allez, trêve de plaisanterie. Merci beaucoup, messieurs. On retrouve Jean-Éric Vergne. Et comme promis, notre invité est Jean-Éric Vergne, le pilote de Peugeot qui va participer à ses 7e 24 heures du Mans, la 3e fois avec la marque au Lyon. Il va répondre à nos questions. Questions de Marc Moreau et de Guillaume Nedelec. Tout d'abord, bonjour Jean-Éric. Bonjour. Bon, entre la Formule E, l'endurance, le WEC, les 24 heures du Mans, ça va physiquement, vous tenez le coup, vous êtes en forme avant d'attaquer la folle semaine ? Ah ouais, je suis prêt pour le Mans. Je sais plus dans quel fuseau horaire je suis, ce qui est plutôt avantageux pour le Mans quand on doit rouler à 2h du mat, donc tout va bien là-dessus. Niveau préparation, comment ça va avec la Peugeot ? Ça a été plutôt pas mal à Spa, ça a été plutôt pas mal à Imola ?
Moi, je pense qu'on est bien prêt. On est le plus prêt qu'on ne puisse l'être. On a eu 2 dernières courses qui ont été plutôt pas mal. Le niveau de performance aussi qui s'améliore de course après course. Fiabilité où on n'a plus trop de problèmes, où tout se passe plutôt relativement bien de ce côté-là. On a eu des bons tests d'endurance aussi avant cette 24 heures du Mans. Donc voilà, je pense qu'on a essayé de mettre tous les ingrédients de notre côté pour essayer de faire une belle édition. Et pendant ces tests d'endurance, justement, sur quoi vous travaillez principalement, qui amène à la question, sur quel point vous avez le plus progressé selon vous depuis les 24 heures du Mans 2024? Les tests d'endurance, ils sont assez simples en fait. On roule parfois 36 heures, même un peu plus, et on roule juste à attendre qu'une pièce casse. On la remplace et on continue. Et ce qui se passe, c'est que les pièces qui cassent, les ingénieurs essaient de comprendre pourquoi elle a cassé, l'améliorer, revenir pour les autres tests avec une nouvelle itération de design, juste à temps qu'il n'y ait plus rien qui ne fonctionne plus. Et je pense que là-dessus, on a eu pas mal de... C'est toujours comme ça, quand on commence un programme, un hypercar, il y a toujours tout qui casse au début, et puis au fur et à mesure, on change les pièces, on les améliore, et on arrive à une voiture comme on a aujourd'hui, qui est aboutie, et qui, je touche du bois, devrait tenir jusqu'à la fin de la course sans trop de soucis. C'est vos 7e 24 heures du Mans, vos 3e avec Peugeot. On suppose que, pareil, il y a des choses qui se sont mises en place avec l'équipe. On a des rituels, on a des habitudes. On est plus à l'aise, je suppose, avant d'aborder les 24 heures du Mans. Ouais, même si c'est pas quelque chose qu'on recherche. Je pense qu'on cherche pas d'être à l'aise. Je pense que c'est une course très compliquée où tous les ingénieurs, les mécanos, les pilotes doivent être en état d'alerte maximale, je dirais. Donc on n'est pas là pour être à notre aise en fait. Je pense qu'on est tous très appliqués, tous très attentifs à ce qu'on doit faire. Très demandant, les ingénieurs auprès des pilotes, nous auprès des ingénieurs, auprès de l'équipe technique, des mécanos, que les pit stops se passent correctement. On opère tous sous une haute tension, je dirais, mais qui est nécessaire pour faire une bonne 24 heures. Il y a eu des objectifs de fixer par le board, un peu par vos responsables, entre guillemets, pour ces 24 heures du Mans-là. Est-ce que ça sert à quelque chose de fixer un objectif sur une course qui repose autant sur une part de réussite quand même? Les objectifs, ils sont plutôt simples. C'est difficile de se dire on va y aller pour gagner parce qu'on ne connaît pas le niveau de performance des autres pour le moment. Et je pense que de ma part, les objectifs, ils sont faire une course sans erreur, que ce soit au niveau des pilotes, c'est-à-dire pas faire d'accrochage, pas se prendre de pénalités, pas perdre du temps bêtement dans les stands. Ça, c'est déjà une grande partie de la course, que quand on regarde les dernières éditions, ceux qui ont terminé 3e ou 4e, ils auraient pu gagner s'il n'y avait pas eu de pénalité. Donc ça, c'est le premier élément, c'est se prendre aucune pénalité. Et ensuite, du côté des ingénieurs, des mécanos, faire en sorte que tout se passe bien, sans problème mécanique, sans problème de stratégie. Et après, on peut uniquement faire le meilleur de ce qu'on peut faire avec la voiture qu'on aura. Et pourtant, on a vu lors des premières manches du WEC là, que la bataille en piste entre les hypercars, elle est de plus en plus féroce. Il y a des coups, voilà, on n'hésite pas. Ça tombe bien qu'on est un lion. Ouais, très bonne réponse. Non, mais c'est vrai, du coup, c'est compliqué aussi il faut être à fond tout le temps, quoi. Ouais, honnêtement, c'est une course de 24 heures, Enfin, ça fait longtemps quand même que la mentalité a changé pendant cette course. C'est une course de sprint qui dure 24 heures, mais c'est du début à la fin, c'est maximum attaque, maximum risque, que ce soit dans le trafic, que ce soit avec les GT, que ce soit avec la LMP2, que ce soit avec les autres hypercars. C'est on se donne à 100% du début à la fin. Il y a pas vraiment on n'est plus là à gérer quoi que ce soit. Même aux 24 heures du Mans, même sur une course de 24 heures, parce que les autres courses du championnat du monde d'endurance sont entre 6 et 8 heures, on pourrait comprendre que les équipes prennent un peu plus de risques. Même aux 24 heures, dès le début, ça va batailler comme on a pu le voir à Spa, Imola. Ouais, 100%. Vous, on l'a dit au tout début, vous enchaînez Formule E, Hypercar, pas trop dur de passer d'une voiture à l'autre, où il y a un petit temps d'adaptation quand même, chaque fois? Je dirais pas que ce soit ce point-là qui soit difficile. Je pense que dès qu'on saute d'une voiture à l'autre, on a les automatismes qui reviennent directement. Donc j'ai aucun problème d'adaptation entre les deux voitures. Et puis même par rapport au système, on fait toujours du simulateur avant. Donc là, avant de venir ici, j'ai fait du simulateur avec Peugeot. Donc
j'ai bien les systèmes en tête, et ça, c'est la seule chose qui peut poser problème. Parfois, c'est quand on saute d'une voiture à l'autre, on essaie de faire des réglages de brake balance ou des réglages moteurs. On n'a pas du tout le même software qu'en F1, donc ça, c'est la seule chose, peut-être un peu difficile, mais aujourd'hui, j'en suis. Je l'ai tellement fait que c'est sauter d'un vélo à l'autre, quoi. C'est un circuit que vous connaissez par cœur aussi, évidemment, celui du Mans. En quoi la Peugeot peut être efficace sur ce circuit-là? Sur quelle peut-être partie du circuit en particulier elle est la plus véloce, la plus puissante, la plus forte? Je peux pas répondre à cette question maintenant. Je pense qu'on va attendre de voir la journée de test pour essayer d'analyser. On connaît pas, comme je disais tout à l'heure, on connaît pas le niveau de performance des autres par rapport aux nôtres, donc je peux pas répondre à la question. Et en termes de conditions météo, peut-être celle-ci vous pouvez répondre, parce que bon, on voit qu'aujourd'hui c'est mitigé, ça le sera demain, c'est une journée très pluvieuse, c'est encore un peu loin pour la course, mais il pourrait pleuvoir comme c'est déjà arrivé. Est-ce que c'est quelque chose qui peut qui peut aider potentiellement, si on peut dire ça comme ça, Peugeot? On se souvient en F1, Jean-Éric, la pluie, vous aimiez conduire sous la pluie? Ouais, alors c'est pas quelque chose que j'aime, mais j'étais tellement mauvais en karting que le fait d'habiter sur une piste de kart, à chaque fois qu'il pleuvait, en fait, j'avais un peu obligation de rouler, même si c'était contre mon gré. J'y allais, donc j'ai mangé des kilomètres sous la pluie, avoir les doigts gelés. Donc ce qui était mon gros défaut est devenu un peu ma force, mais après c'est pas non plus que j'adore rouler sous la pluie. Plutôt à l'aise, quoi, en tout cas. Ouais, non, ça va. Mais c'est vrai que récemment, ces dernières années, même ces derniers mois, à chaque fois qu'il pleuvait, c'était toujours pour moi. On part en test en Italie où il fait tout le temps beau. C'est moi qui suis supposé faire ça cet après-midi-là, et ben cet après-midi il pleut. Je suis supposé rouler de 4h à 8h l'an dernier, c'est là où il pleut. c'est tout le temps comme ça. Mais non, s'il pleut, ça peut rabattre un peu les cartes. Les erreurs sont plus propices sous la pluie, donc il y en aura plus de la part des équipes, des pilotes. Donc c'est là où on doit être encore meilleur et pas commettre d'erreurs et profiter des possibles erreurs des autres. Après, le niveau de performance, une fois de plus, sous la pluie, on a toujours été plutôt bien avec cette Peugeot, donc j'espère que s'il pleut, on sera aussi à l'aise. Et s'il pleut, même sur le sec, le but principal, c'est de rester dans le même tour des leaders jusqu'à la fin, parce qu'il peut tout se passer, quoi. Il peut y avoir un safety car au mauvais moment pour les leaders, un safety car au bon moment pour nous. On peut faire un arrêt au stand bien timé qui nous fait gagner pas mal de temps. Donc il y a cet élément chance au Mans qu'il faut pas oublier. Il est réel, il est bien présent. Après, il faut toujours utiliser cette chance, mais il faut la provoquer aussi. C'est-à-dire, il faut être là au bon endroit au bon moment. Et quand on a de la chance, quand on est 2 tours derrière le leader parce qu'il y a eu des erreurs au début de course, elle sert plus à grand-chose. Donc il faut rester dans le game jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut faire la différence la nuit aussi dans le programme Hypercard d'aujourd'hui? Non, il n'y a pas le niveau reste pareil. Non, le niveau reste pareil. Merci beaucoup, Jean-Éric. Une dernière question. Quel est le moment que vous préférez dans cette semaine des 24 heures où il y a beaucoup de sollicitations en dehors de la course aussi? La tombée de la nuit, mon premier stint sous la nuit, pendant la nuit, c'est ce que je préfère. C'est juste à l'heure bleue là, quand les lumières commencent à s'allumer et qu'on est entre deux ou non, enfin ce moment-là oui, ou sinon quand on saute dans la voiture à minuit et que c'est la première fois qu'on roule la nuit, je sais pas, il y a un sentiment de calme en fait. Rien n'est calme, c'est la guerre. Mais dans les unes d'hier, parfois on a de la chance, il n'y a aucune lumière devant ni derrière, il n'y a pas de phare et on est là à 330 dans les lignes droites et c'est un peu c'est un moment magique que j'aime beaucoup. Merci Jean-Éric Vergne d'avoir été l'invité de notre podcast En route pour les 24 heures. Merci beaucoup et on vous souhaite une très belle semaine des 24 heures du Mans. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci.